La maman est enceinte et le père est enceinte de sa femme. Ouais, La c'est ça. grossesse est lancée. Qu'est-ce qui se passe pour le papa? Bah, il a peur. Il a peur parce que déjà, c'est plus deux, c'est trois. Mais la maman, elle est moins, elle est tout le temps accompagnée. Donc lui, il est un peu dans cette peur-là, généralement le père. Et puis, ben, suivant comment ça va se passer, il y aura le fait que ben, j'attends que ça se passe. Moi, il me tarde d'arriver à 9 mois. C'est souvent ça le discours du père. Il me tarde qu'il soit là. Alors que la mère, si elle est épanouie dans sa grossesse, ben, elle est très bien avec ça, puis elle rajouterait bien quelques semaines au compteur, sauf si c'est désagréable, un peu lourd à porter sur la fin. Là, c'est de se projeter tout de suite sur un projet de naissance, d'aller voir une équipe encadrante pour se faire conseiller, recevoir des informations, puis savoir quel type de grossesse on veut vivre. Et le mieux à deux, c'est de trouver une sage-femme. Pour moi, vraiment l'idéal, c'est d'aller vers une sage-femme qui pratique l'autonomie. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui progresse, mais qui est encore bien trop méconnu. Et trop peu de sages-femmes sont formées à cette technique, qui en plus n'est pas dédiée qu'aux femmes enceintes, parce qu'on peut s'en servir pour. J'ai appris ça d'une sage-femme qui forme des aides-soignants pour utiliser l'autonomie pour des personnes âgées. Voilà, donc c'est simplement le fait de respecter le corps de l'autre, l'autonomie, si on devait le résumer. Et puis, bah, c'est le père là, par l'autonomie, va être impliqué, mais comme jamais. C'est plus possible qu'il ne soit pas engagé dans la grossesse après un acte comme ça, où on sent l'enfant bouger, et où lui, le contact de ses mains sur le ventre de la maman, va faire en sorte que l'enfant va se déplacer d'un côté ou de l'autre. Et là, le père existe, et surtout l'enfant sait qu'il a un père qui l'attend. L'enfant, lui, c'est surtout le rapport unilatéral avec sa maman, mais le fait qu'il a un contact avec l'extérieur, et il reconnaît évidemment que c'est son papa, lui dit, bah, j'ai toute confiance pour sortir, quelqu'un m'attend. Et le père se responsabilise déjà, et n'attend pas d'avoir l'enfant dans ses bras au moment de l'accouchement pour se mettre une pression sur les épaules. Si ça dure 9 mois, une grossesse, je pense que c'est aussi pour que se développe beaucoup de réflexions, remonte beaucoup d'émotions, qu'on puisse traiter beaucoup de choses. Donc dès le départ, d'arriver à cadrer tout ça, puis de mettre en œuvre l'autonomie au plus tôt, pour moi, c'est la meilleure aide, de très très loin, quoi. Est-ce qu'il y a Sortir du des- schéma de peur et d'angoisse. est-ce qu'il y a une autre manière pour le père de ne pas rester simplement observateur à part l'autonomie? J'ai déjà eu des retours de personnes qui trouvaient ça même un peu limitant, pas suffisant. Oui, bien sûr. Ah bah là, il y a plein de choses à faire. Bah, moi, je trouve que tout le rapport du corps de la femme pour l'homme se trouve changé. Parce que le corps se modifie forcément. Je pense que le massage détente pour la maman, enfin passer par le corps, quoi. Détendre la femme. Simplement poser la main. Hein. Il n'y a pas besoin d'être formé à l'autonomie pour mettre de l'amour dans sa main. Hein. C'est pas, c'est donc rien que ça. Être au contact différemment de sa femme, l'apercevoir différemment, c'est une femme, oui, mais c'est une mère en devenir. Donc voir toujours les deux, c'est vrai que c'est pas évident. Il peut y avoir même d'avoir des gènes, crûment parlant au niveau sexuel, où il y a des appréhensions, on regarde, c'est plus le même corps, il y a des modifications. Voilà, puis il y a toutes des réflexions qui se mettent en place, des gènes, et là aussi l'héritage familial est très fort, est très très fort. On en parlera sans doute plus en fin de grossesse, où là c'est encore, et puis après, à plus forte raison après l'accouchement pour ce qui touche à l'allaitement, où là c'est vraiment l'expression des schémas familiaux qui parle. Mais tout ce rapport-là au corps de la femme, je pense que plus tôt il y a réappropriation de quelque chose de nouveau, parce que c'est un corps où il n'y a plus qu'une personne, il n'y a pas qu'une âme, il y en a deux. Là oui, c'est un énorme travail, et ça ça fait travailler l'impermanence en fait. Ça fait travailler l'impermanence. Et puis être à l'écoute, surtout moi je dirais être à l'écoute de la mère, hein. Parce que surtout quand c'est le premier, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'angoisse, même est-ce qu'au niveau du couple ça va être pareil, comment tu penses que ça va être, et puis tempérer les choses, motiver d'autres,
Ça va être trop petit, je pense que c'est mieux qu'on déménage. Non, bah voilà, le père doit ramener sur terre tout le temps. Cette fonction-là de rassurer, de calmer, de conforter, d'assister quoi. Moi, je le vois vraiment comme une assistance, mais pas comme un assistanat, hein, comme une assistance. C'est surtout comme ça que je le vois et ça crée des beaux échanges. On découvre la personne autrement. Puis là, pour rassurer la mère, il y a rien de tel que quand le père arrive à prendre sa place. Et puis le père se découvre dans sa masculinité la plus forte. C'est-à-dire qu'il devient déjà père de famille à partir du moment où il devient pilier pour sa compagne. Ça nécessite aussi que la femme le laisse jouer son rôle. Oui, parce que tu as raison de le souligner, il y a beaucoup de femmes qui veulent le vivre ça de manière très exclusive, et c'est pour ça que le dialogue préalable avant la conception est important pour dire bah c'est un enfant à deux, et c'est pas un cadeau que tu me fais, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait, puis on va le vivre à deux. Et c'est vrai qu'il y a des grossesses très entre guillemets égoïstes. Donc là aussi, il faut nettoyer. Pourquoi il y a cette volonté de maîtriser les choses, de s'approprier les choses de manière unique, alors que l'enfant est pour les deux. Ouais, tu as raison. Donc, on sort d'un rapport dominant-dominé, et c'est là que les schémas familiaux peuvent être très forts, peut-être. Ouais, ben ouais, c'est ça. Puis c'est dépendant du milieu social aussi dans lequel on évolue. Et en effet, oui, là c'est vraiment tout remettre à plat puis de se dire bah là on est dans une dynamique de vie de famille où les choses seront équitables et égales. Et en effet, c'est pas ouais, c'est de mettre son ego de côté, hein. De toute façon, la grossesse, c'est mettre son ego de côté au profit de la vie. Et par rapport à la sexualité, juste pour terminer sur ce point, est-ce qu'il y a une répercussion négative chez l'enfant à différents stades de la grossesse lorsqu'il y a un rapport sexuel? Est-ce qu'il y a des habitudes Bah à changer? Bah là, là, c'est vraiment 100% au niveau médical, prouvé que non, que non. À la limite, le seul effet que ça pourrait avoir, c'est que sa maman soit bien. Donc, ça me paraît pas négatif, mais au niveau médical, il n'a jamais été prouvé que la pénétration, même au 9e mois, vienne occasionner quelques risques que ce soit. Donc, souvent, le père a une gêne aussi par rapport à ça, surtout dans le dernier trimestre. Mais enfin voilà, au niveau médical, c'est assez formel hein, de ce point de vue, de ce point de vue-là. Et au niveau de l'accouchement, alors, quelle est la meilleure manière pour le père d'être présent? Déjà, est-ce que c'est une bonne chose qu'il assiste à l'accouchement ou pas? Un gros oui, un gros oui. Pour lui-même. Puis évidemment, là, quand on parlait de soutien moral et psychologique, il y a beaucoup de mères qui se sentent abandonnées. Pour peu que l'accouchement se passe pas très bien et soit interventionniste et très médicalisé, ça peut être quand même très 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 angoissant parce qu'une salle d'accouchement, ça ressemble à un bloc opératoire. Donc du coup, quand vient la péridurale, bon bah c'est quand même une aiguille, c'est pas significatif. C'est pas, enfin je veux dire, c'est pas anecdotique, c'est significatif justement. Puis encore à plus forte raison quand il y a une césarienne. Donc là, ouais, c'est quand même un milieu qui est inconfortable, qui est pas naturel. S'il y a des femmes qui se sont jamais fait opérer, on rentre vraiment dans un bloc. Et bon, moi je jette pas l'opprobre, les blocs sauvent la vie. Hein. S'il y a un problème d'étroitesse de bassin, s'il y a de mauvaises dilatations aussi hautes, c'est pas ça. Moi, je suis évidemment 200% pour les maisons de naissance. Il y a des cas où même c'est su avant l'accouchement qu'il va y avoir un problème. Et là, de mon point de vue, il faut absolument que le père soit là, quoi. Parce qu'il y a déjà une angoisse énorme. Du côté de la mère, là, pour le coup, il faut que le père joue son rôle de pilier. Donc ça, c'est la première chose, c'est de rassurer la mère. Et ensuite, souvent, la maman a plus tout son axe. Elle peut être vraiment dans l'émotion, et heureusement, parce que c'est quand même quelque chose. Mais et du coup, l'échange, le père fait le tampon avec l'équipe médicale, enfin l'équipe encadrante. Et s'il a bien échangé justement dans le projet de naissance et tout le long avec sa compagne, il va connaître parfaitement les besoins de sa femme et il connaît parfaitement sa femme, ses réactions, son seuil de tolérance à la douleur, sa fatigue. Donc il va pouvoir aussi appuyer ou modérer les actes et ce qui est proposé de l'équipe médicale. Et pour peu que la future maman soit extrêmement dans la peur, lui dire bah non là elle manifeste ça mais je pense que ça va aller.
ou au contraire, là, dans une euphorie débordante, on va réguler. Donc, de faire ce système tampon-là, je pense que c'est hyper utile. Parler, rassurer, et puis surtout le massage, quoi. Le massage dans le dos, le massage au niveau du sacrum, etc. Là, c'est hyper important, ça soulage la maman. Et quand on a pratiqué l'aptonomie, quand le papa a pratiqué l'aptonomie, il va diriger l'enfant. En fait, avec ses mains, que l'enfant glisse, il sort pas tout droit, comme ça. Il fait vraiment une courbe, il passe par derrière, dans le dos, avant de sortir par le vagin. Et donc, en aptonomie, le travail de la sage-femme qui prépare, c'est de dire au père, tu mets tes mains dans le dos, tu fais retourner l'enfant et tu lui montres la voie, c'est ça. Et normalement, en autonomie complète, c'est le père qui reçoit l'enfant. Et normalement, dans tout pays civilisé, c'est le père qui devrait recevoir l'enfant et pas des gants en caoutchouc. Ça doit être quelque chose d'humanisé. Et lui, il attend ça, l'enfant, d'aller voir sa maman, mais de transiter par le père. Donc pour moi, la question se pose même pas. Et si le père a peur du sang ou de dire, et là, c'est encore beaucoup d'histoires de projection. J'ai pas envie de voir ma femme dans cet état-là parce que je pourrais plus l'avoir de la même façon, pourra pas avoir les mêmes rapports sexuels. Enfin, il y a beaucoup de choses très très étranges et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dessus. Non, il n'y a pas un dégoût. Quelle que soit l'intervention, c'est sûr que un accouchement, on verra pas sa compagne sous son meilleur jour, mais en même temps, on la verra sous son meilleur jour, d'un autre aspect. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est que c'est quelqu'un qui offre la vie. Elle se met, au service de l'humanité, la femme, quand elle accouche. C'est ça qu'il faut voir. Et puis elle se met à notre service en nous faisant père. Et on ne doit pas voir quelqu'un qui est transpirant, dégoulinant, et puis avec dans une position inesthétique. Et puis avec, quand un enfant sort, oui, c'est pas glamour, ça c'est clair. Mais c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut déjà au départ dépasser cette vision-là. Et ça, c'est tout le travail des 9 mois justement pour se dire, moi je veux être prêt à voir ça sans que ça change rien sur la vision que j'ai de ma femme. Et si ça change quelque chose, c'est pour encore plus beau. Euh, c'est d'un soutien capital vraiment l'homme pour l'accouchement. Pour toutes ces raisons-là, puis je répète encore une fois, pour éviter l'excès d'interventionnisme du corps médical qui des fois est un peu trop présent. Voilà, dans le protocole, il y a le Doliprane à donner à l'enfant. Le père peut modérer ça. On peut aussi, le père peut dire, est-ce qu'on peut presser le cordon pour refaire partir un petit peu de cellules souches dans l'enfant avant de le couper. Chose que la mère aura pas du tout. Elle voit son enfant, elle sera pas du tout dans cette idée-là. Il peut demander aussi à récupérer le placenta pour travailler de différentes manières, comme faire de l'isothérapie, faire de l'isoplacenta. Et donc ça c'est hyper important aussi pour les trois, parce que cet isoplacenta peut servir pour la mère, pour l'enfant et pour le père, et surtout pour l'enfant après jusqu'à 12-13 ans quand son immunité est correctement formée. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'isoplacenta? Alors, en gros, il faut récupérer le placenta en intégralité ou un petit morceau. Et à partir de ça, on l'envoie à un laboratoire qui fait des dilutions homéopathiques avec la méthode Korsakoff. Et ça contient l'information, le principe de l'homéopathie, des cellules souches de l'enfant. Donc à chaque fois qu'il aura un trouble physiologique, qu'on appellera entre guillemets une maladie, ou généralement un exercice immunitaire, on donnera l'information de ces cellules souches de base pour que ça l'aide à faire passer le cap. Et puis ça va aider la mère à reconstituer ses forces vitales beaucoup plus vite. Alors placenta, je sais plus dans quelle langue. Ça veut dire pain à manger. Alors il y a beaucoup de traditions où la mère mange son placenta. Bon, je recommande pas aux mères de manger un peu ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi je dis déjà on est plus sur un plan vibratoire pour moi. Donc c'est de conserver ça. Alors depuis très peu de temps la législation a changé. Avant les placentas étaient considérés comme des déchets à carboniser d'un point de vue sanitaire, et là, il est possible de le récupérer. Par contre, justement, d'où l'importance du projet de naissance, de bien verbaliser ça avec l'équipe médicale, que ça soit notifié dans le dossier.
Et puis on peut le récupérer. On peut aussi le faire soi-même. C'est pas compliqué. Voilà, moi, c'est pas compliqué. Par exemple, Michel Doniat, qui est un très grand naturopathe français, donne la formule. Moi, je sais que je l'envoie aussi avec grande joie à toutes les mamans et tous les papas qui me le demandent. Je transmets l'information, c'est vraiment important. Et puis avec ce placenta, on peut faire tout un tas de travail, ce qu'on appelle l'arbre de vie. Donc ça consiste à placer le cordon et le placenta sur une grande feuille. Et le cordon représentant le tronc, et le veinage du placenta représentant les branches. Et pareil, ça peut être un outil thérapeutique pour l'enfant plus tard. Il y a quantité de choses à faire. Le mettre à la terre, parce que dans une dimension énergétique, dans toutes les traditions, en fait, on enterre le placenta pour donner un ancrage à l'enfant, pour lui donner cette deuxième mère, la terre. Donc ça, c'est important. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec le placenta, et là, pour le coup, c'est vraiment au père de prendre les devants. Alors la formulation se fait à deux pour le projet de naissance, mais c'est vraiment au père de gérer toutes ces logistiques. Pour moi, le père est avant tout un logisticien dans cette étape-là. Et puis évidemment, il doit être là pour être gaga et béat. Moi, si je devais revivre 30 secondes dans ma vie, ça serait les 30 premières secondes où j'ai vu mon fils. Si je pouvais les revivre en boucle, ça serait incroyable. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Euh, je j'ai pas honte de le dire, c'est pas des grands mots. Pour moi, j'ai vu la connaissance absolue. J'ai pas, c'était vraiment assez incroyable. Ça a duré 30 secondes. Et après, c'était un regard de petit humain. Mais c'était comme un regard de très grand sage. Je pense que tous les enfants ont ça, mais bon, c'est le seul accouchement auquel j'ai pu assister, donc je sais pas. Je sais pas pour les autres. Je pense que oui. Je pense vraiment que là, l'âme arrive dans le corps et avec tout le savoir infini, il n'y a plus d'espace de notion de temps et c'est un regard qui me fixait là droit dans les yeux sans cligner. Mais je me suis senti, j'ai senti mon âme être sondée dans tous les recoins, vraiment. Et rien que pour vivre ça, c'est magique d'accoucher. Pour moi, il y a aucune raison que ce soit pas le cas pour tous les enfants, donc que tous les pères puissent vivre ça. Merci pour ton témoignage, Fabien. En effet, ça donne envie de donner soin aussi à cette préparation pour vivre toutes les étapes le plus harmonieusement possible. Alors après, lorsque le couple retourne à la maison, à moins que l'enfant soit né à domicile, comment sa place se forme dans ce trio et comment le couple peut continuer à rester un couple? Alors, moi, avant l'étape de la maison, il y a l'étape de la maternité. Donc là, c'est vraiment au papa de jouer le logisticien, réguler les visites pour pas épuiser la mère, parce que la mère se sent obligée d'eux, puis de dire, bah non, là, elle a besoin d'intimité avec son enfant, ou nous, on a besoin, c'est notre maman à nous, les visites peut-être plus tard, donc là, il fait le videur, quoi, avec douceur, bah, pour calmer un petit peu les ardeurs qui pourraient être trop pressantes, parce que ça épuise la femme, hein, souvent les visites. Euh, Encourager, voilà, des choses dynamiques, et puis surtout faire de la vraie nourriture et pas compter sur la nourriture d'hôpital. Voilà, moi je me rappelle le premier repas de la mère de mon fils où elle dit bah, je suis végétarienne, bon ok, donc il lui amène du poisson et le poisson étant évidemment rentrant dans, c'est bien connu dans la nourriture végétarienne, et donc gratin de salsifis et persil. Et je dis à la personne qui appelle, je dis mais les salsifis c'est hyper acidifiant, par le lait ça irrite les intestins des bébés, ça leur donne des diarrhées dures. Et puis le persil ça coupe des montées de lait. Elle m'a regardé comme un extraterrestre. Mais elle a jamais rien mangé, donc moi j'amenais tous les jours, elle avait à manger, voilà les repas. Moi, ce que je conseille, c'est les bouillons miso avec de l'ail. Le miso, c'est ce qui est donné au Japon pour les femmes, ça les aide à récupérer extrêmement vite. Voilà, puis beaucoup de jus de légumes, de choses comme ça, puis surtout des vrais repas, quoi, de la nourriture avec de la haute vitalité, des fruits, des légumes, des vrais repas préparés avec amour. Voilà, le rôle du père, c'est aussi ça. Et puis donc cette notion de filtration, de dire bah voilà, telle personne de la famille oui, tels amis oui, puis là non pas trop, ou là faut vraiment y aller, elle ose pas vous demander mais oui. Donc pour moi cette étape elle est importante parce que il y a beaucoup de femmes aussi qui par fatigue n'arrivent pas à allaiter correctement, et c'est dommage parce que c'est fait avec bon cœur pour vouloir
faire participer leur entourage à leur bonheur, mais c'est au détriment de l'enfant et puis de la vie de famille. Donc pour ta question, quand le père rentre à la maison, bah pareil, hein, il a déjà tout préparé, c'est clair. Ça c'est, il a eu, le père est très, Là, c'est le il a aussi super fait. papa, hein. On parle du super papa, là. Bah non, bah c'est, je veux dire, je pense que la plupart des papas font ça, quoi, puisque la femme, elle va rester 3-4 jours à la maternité, bon, tu fais les allers-retours, puis le soir, t'attends qu'une chose, la plupart des papas sont dans l'excitation, donc ils préparent la chambre, donc là, bah, c'est de blinder les placards, d'avoir fait les courses, de faire en sorte que ça soit pratique, de faire vraiment un nid douillet, puis aussi que la mère, elle ait pas cette angoisse de comment ça va se passer à trois, justement, sur ta question, bah déjà de dire, bah ça y est, c'est prêt. C'est que la question se pose même plus, c'est qu'une fois que ça arrive, bah, la chambre, ou même pas parler de chambre, parce qu'on peut faire évidemment le cododo, peu importe, où l'enfant dorme, mais peu importe qu'il y ait une marque, qu'il y ait une vie à trois qui se manifeste, et puis tout de suite derrière, de pas négliger cette intimité, se retrouver à deux et pas tout le temps fusionnel à trois, c'est-à-dire que quand l'enfant dort, l'homme et la femme rediscutent, et et puis se retrouve et n'existe plus en tant que parent, mais aussi en tant que couple. Et c'est vrai que l'euphorie d'une naissance, ça fait un peu oublier le couple. Est-ce que l'enfant doit dormir avec la mère? Qu'est-ce qui est préconisé au niveau de la santé et puis de la relation entre les parents et l'enfant? Là, franchement, je saurais pas te dire parce que tous les cas sont, je sais pas. Je pense vraiment que évidemment que l'enfant, il a besoin de se sentir sécurisé, rassuré. Donc, le plus il est enveloppé avec ses parents, le mieux c'est. Ça, je pense que c'est le cas. Mais après, c'est sûr que c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour la famille. Mais la question, c'est est-ce que la dissociation sera facile pour que le couple existe? Moi, c'est juste ma question. J'ai absolument aucune réponse. J'ai absolument aucune réponse. Donc, je sais pas. Je pense que il y a des gens qui disent, bah, oui, bah, dans la même pièce, ils sont toujours ses parents. Après, ça va être dur. Je sais pas trop. Tu as plusieurs études ou expériences qui sont favorables et défavorables dans les deux cas. Bah, le fait de mettre le berceau à côté du lit tout près pour que la mère allaite, ou l'enfant que du côté de la mère, ou l'enfant au milieu, ou l'enfant dans une chambre séparée, mais avec moi je sais que par exemple dès le départ, mon fils, j'ai oublié de préciser ça, moi je lui ai donné le t-shirt dans lequel j'avais macéré 30 heures pendant le travail, je l'avais mis dans le berceau pour qu'il ait mon odeur. Moi je viens de la campagne, on fait ça avec les chiens en fait, les chiens de chasse. T'as vu la métaphore, hein, c'est sympa. On fait ça avec les chiens de chasse pour qu'ils s'habituent à l'odeur du maître, en fait. Et ben là, moi j'avais repris ce truc-là. Et d'ailleurs, il y a une dame en Franche-Comté, j'ai rencontré une fois, elle faisait des doudous à partir des t-shirts. Donc la mère porte les t-shirts. Et après, tu retournes le t-shirt et ça fait un doudou pour l'enfant. Donc avec l'odeur. Et moi, je suis très sur l'olfactif. Je pense que l'olfactif bouge beaucoup. C'est une grande mémoire. Donc voilà, de penser à mettre ces choses-là. Donc si même l'enfant dort séparément, de penser mettre un référent, une odeur de ses parents, parce que lui, il sera surtout là-dessus. Par contre, ce que je peux témoigner, c'est que les enfants qui sont passés par la couveuse sur un stade un minimum prolongé ont tous des traumatismes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Prolongé, c'est-à-dire plusieurs jours? Bah, au moins 2-3 jours. C'est déjà prolongé. Dès l'instant qu'il y a eu rupture avec la mère, là, j'ai vu des choses très, 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 très bizarres qui remontaient en thérapie. On remontait sur des choses en séance, on remontait sur des choses très, très lointaines et très bizarres. Mais Alors moi, je vraiment suis des très choses assez bizarre folles. parce que je suis restée 10 jours en couveuse, alors je dois être très bizarre. D'accord, ok. Bah, peut-être que tu as transfiguré tout ça. Après, c'est toujours pareil. Justement, cette responsabilité, qu'est-ce qu'on met en place? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on met en place au niveau des parents et au niveau de l'enfant, et tu vois comment on refait? Faut pas mettre le couvercle dessus. Est-ce que tu as pu l'occasion d'échanger? Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là qui sont importantes. Autre chose aussi que le père peut faire, prendre des rendez-vous avec l'ostéo. Évident, dès qu'il y a accouchement, c'est ostéo dans la semaine. Peu importe le type d'accouchement. Peu importe. Alors, si c'est traumatique avec forceps, ventouse, bah alors là, c'est double dose, évidemment. Mais même, quoi qu'il en soit, c'est traumatisant, quoi. La plupart des accouchements sont absolument non physiologiques. Et même, ça bouge la structure. Enfin, moi, mon frère est né de manière naturelle, il a eu la clavicule déboîtée. Enfin, voilà, parce que c'était un bon gaillard. Donc, ça arrive, il y a toujours des traumatiques. Ça vaut le coup de faire un check-up. Au pire, l'ostéo dira on voit rien, mais il y a toujours un truc à voir. L'enfant qui dort près d'un côté. J'ai eu le cas, on m'a rapporté d'une gamine qui avait, je crois qu'elle avait pas loin de
crois qu'elle avait pas loin d'un an. Elle avait jamais dormi plus d'une demi-heure consécutive. Et donc à chaque fois qu'on la posait, elle hurlait, elle pleurait. Donc tout le monde pensait que c'était de l'angoisse. On lui avait fait passer des scanners du cerveau, des IRM, tous les côtés, enfin tout le côté médical classique. Et les parents devenaient dingues parce que déjà le stress, mais en plus tu dors pas. Et donc elle dormait jamais plus d'une demi-heure. Elle hurlait toutes les nuits. Et jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un, un ami de ce couple-là, c'était sur Dijon. Hein, c'est une anecdote qu'on m'a racontée vers chez moi sur Dijon. Ils disent, est-ce que tu as déjà essayé la chiropraxie? Amène voir un chiropracteur. Donc les parents étaient prêts à tout. Le chiropracteur a fait une manip. Ça a duré un quart d'heure. Le bébé a dormi 48 heures d'affilée. Compression sur une vertèbre. Voilà, c'est tout bête. Hein. Donc des fois, il y a des traumatismes où on le voit, un enfant il dort que d'à côté, où il y a des choses sur la posturologie. Enfin voilà, l'ostéo, c'est tellement mou que quelque chose qu'on va travailler des années après. Du coup, ça va mettre des années avec des appareillages. Clac, ça va durer 10-15 minutes. Autant d'un ostéo, ça, franchement, c'est dommage. Il y a des ostéos qui sont vraiment spécialisés sur les enfants, sur les petits. Moi, j'en connais, j'en vois quasiment systématiquement les gens qui ont des projets de naissance ou des accouchements. Ça me paraît vraiment être je comprends même pas que ça soit pas institutionnalisé, protocolisé au niveau médical. Donc là, je referme la parenthèse. Et là, donc là, on était à la maison, mais je me rappelle plus ta question. Ah oui, on était sur donc les traumatismes, les choses comme ça. L'allaitement, Ouais. de ton expérience, comment les hommes réagissent à l'allaitement, puis Ah, comment ils peuvent prendre leur place par rapport à ça? alors là, j'ai des anecdotes, mais hyper savoureuses, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est là où justement, quand je disais que c'est avant tout, c'est surtout au moment de l'allaitement où on voit tout le poids culturel, familial, cet héritage, et puis surtout le fait que quand on n'a pas travaillé sur soi et qu'on a un enfant, c'est catastrophique. C'est-à-dire que moi, je vais te citer tout ce qu'on m'a dit, parce que j'aime à le répéter, parce que c'est tellement gros que il y a des pères qui disent ce sont mes seins, je ne les prête pas. Voilà. Donc voilà, donc là, ça veut dire que le père est déjà jaloux de l'enfant. Alors moi, ce que j'explique, je dis bon, bah physiologiquement, le sein est plus fait pour l'allaitement. Ça peut être un objet sexuel temporaire, mais à la base, c'est pour nourrir la vie. Bon, il y a ça. Il y a le fait de vraiment s'approprier la poitrine de la mère. C'est à moi. Ce sont mes seins, donc je les partage pas. Le fait de trouver répugnant le fait qu'une femme allaite, il y a des pères qui disent bah c'est pas une vache, tu vas pas allaiter. Voilà, il y a ça. Et puis après, quand la mère veut allaiter longtemps, bah il y a toute cette pression de trouver que le père peut trouver que la mère a un rapport incestueux avec son enfant. Pas très tard, hein, un an. Hein. Donc là, c'est vraiment un problème d'éducation fondamentale. D'information, hein, quand je dis éducation, c'est d'information, des choses comme ça. Alors il y a aussi le père qui dit et qui insiste vers la mère, il dit bah moi aussi je veux lui donner à manger, je veux le plaisir de nourrir. Alors pour moi c'est quelque chose d'incroyablement égoïste, parce qu'évidemment la nourriture première de l'enfant, c'est le lait de sa mère. Là on pourra en parler des heures et des heures et des heures, mais voilà. Mais de la même façon, ce que je sors d'anecdotes pour les pères, je peux sortir les mêmes du côté des mères. Hein. Donc c'est pas, alors là pour le coup c'est 100% des cas. Moi, j'ai des mères qui me disent, j'ai pas allaité, je suis pas une vache. Ce à quoi je réponds, tu vas lui donner quoi? Elle me dit, du lait de vache. Je dis, lui, il sera un veau, alors. Si on est dans le sophisme. Donc, il y a beaucoup de c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de travailler avant, parce que on voit que c'est un catalyseur, la grossesse, mais incroyable sur le vécu et sur des choses qui remontent d'un point de vue émotionnel et ça éclate. Et ça peut faire éclater. Et il y a des couples qui vivent très mal le fait que la mère veut vraiment allaiter, puis le mari dit on fait chambre à part si tu allaites. Donc c'est un chantage affectif. Et puis la mère finit par céder pour le bien de la famille, parce que la mère va se sacrifier. Et l'homme, ça sera évidemment au détriment déjà de la santé de l'enfant. Et puis c'est là où aussi pour le rapport dominant-dominé, il se met vraiment bien en place. Donc oui, l'allaitement, c'est un gros sujet. Un gros sujet. Je dirais même que c'est très lourd et ça doit évidemment être discuté dans le projet de naissance entre le papa et la maman et ça doit être clair. Et si l'homme n'est pas clair avec bêtement sa sexualité ou l'héritage familial qu'il a eu, c'est important. C'est important qu'il fasse ce travail-là de nettoyage. Il a 9 mois pour ça, mais si la mère souhaite allaiter, il faut que le père soit à 100% derrière. Et dans cette histoire-là, pour le coup, il a rien à dire.
Et l'approche égoïste de dire j'ai envie de partager et de moi aussi de donner à l'enfant, il y a tellement de choses à faire. Alors moi, ce que je dis, bah, tu sais, c'est sale de changer les couches. Par contre, ça va aider ta femme. Puis tu peux être dans l'amour aussi avec ton petit, bah, tu toucheras du caca. C'est pas grave. Vaut mieux que tu sentes du caca de bébé allaité au lait maternel qui sent rien que du caca de bébé allaité au lait de vache qui sent l'acide et puis la putréfaction. Donc pour toi, le contact du nourrissement doit se faire par la mère, que ce soit par allaitement ou par biberon. C'est évident. Le père, là, il est vraiment en soutien, il est aux petits soins, il cale le coussin d'allaitement, il veille à ce que la mère, elle prenne un max de minéraux, pour avoir un lait de bonne qualité, que justement, c'est vraiment support de... Moi, ce que je disais, c'est, quant au père, je leur dis, bah, si tu veux nourrir ton enfant, nourris ta femme, parce que celle qui nourrit ton enfant, c'est la même chose. Donc, nourris-la bien, veille sur elle, parce que si elle est fatiguée, elle fera manger vite fait, elle n'aura pas le temps de faire les courses pour des choses fraîches, elle va manger des choses sèches, donc dévitalisantes. Apporte-lui des bons produits bio, des bons fruits, des bons légumes bien mûrs, cuisine-lui bien, et là tu vas nourrir ton enfant. Donc Comme ça plutôt que le des père légumes nourrit frais que l'enfant. des compléments alimentaires. Comment? Plutôt des légumes frais que des compléments alimentaires Oui, alors. bien sûr, ouais. Bah après, moi, j'insiste beaucoup sur les acides gras, qui pour moi, la plupart des femmes sont déficientes en acides gras, surtout oméga 3, parce qu'on a fait une mauvaise pub au gras, mais c'est au moins 30% c'est au moins 30% du volume calorique pour une femme enceinte, puis énormément les minéraux. Moi, il y a des femmes qui avaient des perles, enfin, le lait ne donnait plus suffisamment. Simplement en faisant des jus de légumes très verts, ça repartait au bout de 2, 3 jours. Ouais, donc là, le mari se met derrière la centrifugeuse ou l'extracteur à jus, et là, il fait un vrai complément alimentaire. Après, on peut prendre du green magma, enfin, je sais pas, pardon, je l'avais une marque du jus d'herbe déshydraté, des jus de légumes, de la spiruline, de la chlorella, enfin, ce qu'on appelle les super aliments, de la clamate. Oui, c'est sûr que ça sera d'un très bon soutien, mais les fruits et les légumes, les jus, des bons oléagineux, voilà, c'est de la nourriture de haute qualité. Il faut savoir que le lait maternel, c'est 2% de protéines, hein. Donc c'est du gras et du sucre. Voilà. Merci beaucoup Fabien pour tous ces renseignements, tous ces détails. Notre conférence touche à sa fin. Je te laisse la parole pour peut-être une dernière chose que tu souhaites rajouter avant qu'on se quitte. Il y aura tellement de choses à dire là. On a été, moi, mais c'est bien parce qu'on a pu faire. Il y aura tellement de choses à dire. Je sais pas. En fait, la- d'un point de vue traditionnel, la grossesse, l'accouchement, c'est vu comme une peur. C'est presque vu comme une maladie, hein. Souvent, on rigole avec certains amis médecins. Je dis, bah, la femme enceinte est une maladie qui s'ignore, hein, dans le milieu médical. Il faut surtout le vivre, voilà, dans la joie, vraiment dans la joie, dans pas se laisser parasiter, mais vivre sa grossesse. Donc, quand je dis sa grossesse, c'est la grossesse du père et de la mère. Vivre vraiment son projet, pas être non plus dans le dogmatisme pour savoir, bah oui, il y a des fois ça peut pas se passer comme on aurait voulu. Il y a beaucoup de projets de naissance qui échouent. C'est pas grave. Tant qu'il y a l'amour, tout se répare. Les enfants ont une vitalité, ont une énergie, mais qui est absolument incroyable. Donc même si c'est pas parfait, si on n'a pas réussi à avoir la maison de naissance, la salle d'accouchement nature, si on a dû prendre la péridurale, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a tellement de choses aujourd'hui pour endiguer tout ça, pour rattraper tout ça. Si on a été aux couveuses, c'est pas grave. Franchement, moi, ça ne m'affole absolument pas. Enfin, moi, je lutte vraiment, je milite pour la santé des tout petits, pour le respect des tout petits. Mais vraiment, on rattrape des choses incroyables. Donc, faut ôter beaucoup de pression à ses parents. Et justement, le père a vraiment pour rôle d'ôter cette pression à la maman en lui disant, bah, tu vas faire une bonne mère. Et écoute-toi et tu sauras ce qu'il y a à faire, même si on te dit, bah là, tu as dépassé le terme, si toi tu sens que ça doit être le lendemain, n'aie pas peur d'insister pour attendre un jour de plus, ce genre de choses-là. Puis c'est surtout voilà, dans le dialogue, dans l'amour, et puis de nettoyer les mémoires. Vraiment, c'est ça. Puis, alors ces mémoires, c'est les mémoires génétiques des autres, mais surtout les siennes, pour pas qu'il y ait de transfert qui se fasse, comme c'est malheureusement souvent le cas. Puis ben voilà, de souhaiter à chacun de vivre l'expérience incroyable d'être parent. Puis ben je te remercie parce que je sais que tu es très engagé sur la grossesse à travers tous les intervenants que tu fais venir. Si on souhaite un monde meilleur demain, bah ça passe que par les enfants. Donc déjà ce qu'on leur transmet, surtout ce qu'on leur transmet pas, et puis l'élan, la dynamique qu'on leur donne, eux après ils font leur vie. Nous, on est là pour élever un enfant, c'est l'amener haut, c'est pas eux ils savent ce qu'ils ont à faire, hein.
C'est notre responsabilité d'être, hein. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Fabien. Ça m'a fait très plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Fabien.